Donc, je commence, je me présente, je m'appelle Sol et moi je fais des études de biologie et de neurosciences. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'étude du comportement social des animaux. Et en étudiant le comportement social, bien sûr qu'on arrive à la communication. Et la communication par le son, c'est le truc qui m'intéresse le plus. Et donc, c'est par ce côté-là que je suis devenue bioacousticienne. Donc la bioacoustique, c'est l'étude de la communication des animaux à travers des sons, à travers des signaux sonores. Et donc, on va dire, on peut dire que c'est l'étude du langage sonore des animaux et de tout ce qu'il y a autour de ça. Donc on étudie comment les animaux, les différentes espèces produisent des sons, comment ils codent dans ces sons certaines informations, et donc comment ces sons deviennent des signaux sonores qui transportent de l'information. Comment ces signaux traversent le milieu où les animaux vivent pour aller dans les oreilles, dans les capteurs de son de leurs congénères, et que ce signal alors passe d'un émetteur à un récepteur ou à plusieurs récepteurs. Et donc on étudie aussi comment le son est capté, et comment le signal est décodé, et comment l'information est captée par celui qui reçoit le signal sonore, et comment qu'est-ce qu'il fait après aussi. Enfin, on regarde aussi la dynamique de ces interactions. Donc qui dit quoi, à qui, quand, comment, depuis où, et qui répond et qui écoute sans répondre. Ça serait aussi un truc qu'on regarde. Et ça, on peut le voir comme il est maintenant, donc au présent, on va dire. Et donc on regarde comment ces choses fonctionnent. Mais on peut aussi le voir un peu en rétrospective, comment tous ces signaux se sont, comment les espèces, à tout le long de leur évolution, on construit et on transformait, on adaptait leurs signaux sonores aux contraintes des milieux dans lesquels ils ont évolué. Donc par exemple, quand on pense à communiquer à l'intérieur d'une forêt pleine de feuilles, par exemple, on aura toutes ces feuilles qui vont filtrer certaines caractéristiques du son. Et donc il y aura, par exemple, avec des plus longues distances, l'information rythmique par exemple, des chants d'oiseaux va commencer à se perdre. Et donc, eux, ils auront des stratégies pour contrer ça. Soit on chante plus près, soit on chante plus grave pour que ça aille plus loin et ça ne rebondisse pas sur les feuilles, par exemple. Soit on répète jusqu'à l'infini, et comme ça au moins à un moment ça finira par arriver. Soit c'est des sons qui sont assez simples, et du coup c'est pas grave si l'information de rythme se perd. Pour des animaux qui sont par exemple de plaine ou de champs, comme ça, en milieu très ouvert, où il y a énormément de vent, le vent va pousser le son et l'envoyer ailleurs. Donc il y aura aussi des stratégies genre de chanter plus fort, parce que pour essayer de contrer les bouts de son que le vent emporte, par exemple. Ou de chanter plus aigu, il y a plein de différentes petites stratégies qu'ont trouvé les différentes espèces, pour en tout cas s'assurer que ce qui est important, c'est pas que le signal
entier arrive tel quel à l'autre bout de la chaîne de communication. C'est plutôt que le message que ça contient, que cette information que ça contient arrive et que l'autre puisse l'extraire. On a aussi des milieux assez extrêmes, comme par exemple chez les manchots, où on a des groupes immenses de manchots là qui crient tous en même temps. Et donc communiquer dans ce bruit, c'est quelque chose qu'on étudie, comment ils font pour se reconnaître, comment un manchot qui arrive essaye de reconnaître son bébé entre tous ces cris de 10 000 personnes. Quels sont les éléments qu'ils arrivent à détecter, ou comment ils font pour filtrer le bruit de fond et arriver à en sortir quelque chose qui soit le signal qu'ils sont en train de chercher. Et donc comme ça, il y a énormément de milieux différents, avec chaque milieu, chaque type d'écosystème, et chaque paysage a son propre lot d'obstacles et de difficultés pour le son, ou de facilités pour le son. Et c'est avec ces caractéristiques environnementales que les espèces vont donc adapter au long de toute leur évolution leurs signaux. Et donc, ça, c'est du côté des émetteurs, on va dire. Mais aussi du côté de la réception, donc du côté de l'écoute. Il y a aussi toute une adaptation au long de l'évolution aussi, pour arriver à extraire de l'environnement les signaux qui sont importants pour la survie, finalement, et pour la reproduction et pour la survie. Et donc, en général, on dit que ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 choses qui sont absolument indispensables pour d'entendre, pour pouvoir bien survivre. C'est les sons de sa propre espèce, les sons de ses proies ou de sa nourriture, quoi, et les sons de ses prédateurs, quoi, de ceux qui peuvent nous manger. Donc si on arrive à capter juste ces 3 choses-là, on est quand même un peu sûr que d'un côté on peut vivre en communauté et se reproduire, et d'un autre côté on va pas mourir de faim et on va pas mourir manger. Des animaux qui utilisent le son pour communiquer à certains moments de leur vie, il y en a une quantité super énorme dans le monde. Et ça va depuis des bestioles gigantesques comme les baleines ou comme les éléphants, jusqu'à des êtres super minuscules comme les petits moucherons du fruit, ou comme les fourmis. Donc c'est comme un panel immense d'espèces qui utilisent le son comme un mode de communication. Après, il y a certaines espèces pour lesquelles le son est un des modes principaux de communication. Et pour ces espèces-là, ce qu'on voit, c'est que elles ont en général 3 trucs en commun. C'est des espèces sociales. Donc il y a une pression pour pouvoir établir une communication permanente et pouvoir bouger en groupe, par exemple, sans nécessairement être tout le temps en contact physique ou en se regardant tout le temps. Mais le son permet aussi qu'on peut être en train de regarder, de chercher des fruits et d'écouter où sont les autres, ou si quelqu'un a trouvé quelque chose. Donc il y a toute cette partie-là de bouger en groupe qui est un peu essentielle c'est plutôt pour lesquels le son devient essentiel comme mode de communication. Donc on a ces espèces qui doivent être sociales,
qui vivent dans des milieux complexes, qui ont plein de différentes stratifications, on va dire, et qu'ils peuvent bouger dans les 3 dimensions de l'espace dans ces milieux complexes. Et donc ça nous rapporte à quelques groupes. C'est ceux qui vivent dans l'eau, ceux qui vivent dans la forêt, et ceux qui vivent dans l'air, enfin ceux qui volent, ceux qui nagent, et ceux qui vivent dans la forêt, et ceux qui vivent dans le noir finalement aussi. Donc ça peut être dans des comment on dit ça, dans des cavernes, ou dans des tunnels sous la terre, ou la nuit. Et donc ça, quand on regarde quel groupe d'animaux ont ces trois caractéristiques-là, on retrouve des oiseaux, des primates, donc qui vont bouger dans la forêt dans les 3 directions de l'espace, ouais. Et beaucoup d'animaux aquatiques. Donc on a les mammifères marins, mais on a aussi les poissons qui sont extrêmement acoustiques, extrêmement sonores, et des crustacés. Donc finalement, c'est des environnements où le son qui voyage aussi en 3D fonctionne très très bien, comme pour utiliser comme un signal. Donc, ceci dit, nous on fait partie du groupe des primates, et donc on a cette communication qu'on a héritée, et cette importance de la communication acoustique. Et ceci dit, on a donc le système pour capter le son adapté pareil au son de notre propre espèce, au son des bestioles qu'on mange et au son des bestioles qui peuvent nous manger. Donc ça c'est un peu comment on dit ça, le tuning de base, ouais, mais cette configuration sonore de base, on peut l'élargir avec la pratique, avec la curiosité, on peut augmenter, pas nécessairement ses capacités physiques d'écoute, mais si on peut rendre ce qu'on écoute plus, comment on dit ça, plus présent et plus que ce soit plus objectif, enfin plus une sensibilité tout ça. C'est un peu comme on peut décider qu'on va reprendre certains sons à nouveau, ou plus de sons, comme si c'était des sons importants, grâce à simplement qu'ils deviennent importants pour nous parce qu'on veut comprendre l'environnement qui nous entoure, on veut comprendre par où on est en train de passer, ou alors quand on veut étudier une espèce, la première chose qu'on fait, c'est un peu comprendre quelles sont les caractéristiques du milieu dans lequel cette espèce vit au quotidien. Et donc toutes ces choses-là, de rendre important certains signaux, de se rendre compte qu'on est en train qu'on les capte, les sort du bruit de fond qu'on n'écoute plus et les rend, c'est comme si on les faisait devenir des signaux, parce qu'ils commencent à dire quelque chose, on commence à pouvoir extraire de l'information de ces signaux-là, de ces sons-là, comme de ces sons-là. Et donc, juste comme ça, très très rapidement, on a dans notre système auditif, on va dire,
moi je le vois un peu comme, c'est comme un système de 3 filtres. Et on a un premier filtre qui est la forme de nos oreilles. Et les oreilles, la forme et de la taille de nos oreilles dépend aussi de quelle fréquence, donc quels sons de quelle hauteur vont être un peu amplifiés, vont entrer mieux dans l'oreille que d'autres. Donc il y en aura qui rebondiront et partiront ailleurs, il y en a d'autres qui nous passent par-dessus puis on ne les capte pas du tout. Et il y en a qui correspondent un peu à la taille de notre oreille et ces formes bizarres qu'on a. Et du coup, ça, c'est une sorte de premier filtre de fréquences. On va attraper ces fréquences comme ça avec nos oreilles. Alors, peut-être qu'on peut profiter. Ouais, là, le vent ne fonctionne plus. Bon. Mais on peut jouer à avoir les oreilles plus grandes, par exemple. Et donc, on peut essayer d'augmenter ses oreilles comme ça avec les mains et de l'enlever et d'écouter par exemple le son du vent sur ces feuilles là. Et je ne sais pas si vous entendez la différence, mais quand on a les oreilles plus grandes, on entend plus grave. Non, on entend plus de fréquences graves. On entend plus pss, et puis avec les oreilles pss. Donc ça c'est notre tout premier filtre qui est physique. On n'y peut rien. Sauf si on veut augmenter comme ça. Il y a des gens qui pour écouter des trucs augmentent un peu la taille de ses oreilles comme ça avec les mains. Il y a une deuxième partie pour laquelle on ne peut absolument rien, et c'est comment notre cochlée, donc notre oreille interne, est faite. Ça dépend, enfin, on a plus ou moins tous la même cochlée, avec certaines un peu de différences interindividuelles comme avec tout. Et du coup, bon, voilà, c'est plutôt dans cette cochlée qu'on va retrouver cette histoire de écouter principalement les sons de notre propre espèce et des autres espèces qui sont importantes pour nous, pour notre survie. Et donc il y a un troisième filtre qui est notre cerveau. Et c'est dans ce filtre-là avec lequel on peut jouer. Donc même si le son, tous les milliers de sons qu'on a autour de nous sont déjà filtrés 2 fois, il y en a énormément qui de toute façon passent, et que le cerveau va catégoriser un peu en premier comme ça c'est un signal et ça c'est du bruit. Donc ça c'est important, et ça on peut l'oublier. Et du coup c'est là, c'est pas vraiment qu'on écoute, on n'entend pas, c'est que notre cerveau il dit non, ça c'est du bruit, ça c'est pas important. Et donc, le fait de faire, par exemple, ce qu'on va faire aujourd'hui, de s'exercer à écouter les sons de chaque mouvement, de chaque espèce, ou simplement de ceux qui nous entourent, proches ou loin, ou bon, un peu les petits jeux qu'on va faire aujourd'hui. Ça nous permet aussi de reconnecter et un peu de donner du sens, que notre cerveau donne du sens à des choses qu'avant il considérait comme simplement du bruit. Enfin, du bruit, pas comme un truc qui gêne, mais du bruit de fond qu'on peut... que c'est pas grave si on ne l'entend pas, finalement, on va pas en mourir. Mais du coup, ça, c'est quelque chose qui s'entraîne et qui après devient très plaisant, croyez-moi. Mais qui permet aussi d'être après plus conscient des sons qui nous entourent, de comment ces sons s'entremêlent entre eux, comment ils se... C'est
comme une sorte de tissu. Donc on a rarement des sons qui vont un par-dessus l'autre en se cognant les uns contre les autres. C'est plutôt une espèce de tissage de tous ces sons. Donc vous allez voir dans un même milieu, il y a inévitablement plein d'espèces. Donc il y aura toujours plein de... il y a une sorte d'espace acoustique limité qui va être rempli par les sons de plein d'espèces. Mais on va voir que les espèces, elles trouvent la façon soit de chanter certaines à un moment de la journée, certaines à autre moment de la journée, soit de prendre seulement une bande de fréquences. Ça, on voit beaucoup chez les insectes. Donc il y en a qui font et l'autre espèce de et l'autre et donc du coup c'est un peu comme une radio, quoi. Il a chacun sa bande et du coup ils peuvent chanter en même temps sans se gêner les uns les autres. Après il y a aussi d'autres, on voit ça plus chez les grenouilles, elles alternent leur rythme de chant. Donc on aura tout, ça c'est un, et l'autre elle chantera dans le silence de la suivante. Et donc on verra que ça... plus on écoute, plus on se rend compte de comment finalement survivre tous ensemble dans un même milieu implique laisser la place aux autres aussi. Et pas seulement essayer de les... C'est pas une question de se battre pour l'espace disponible, mais plutôt de s'accommoder chacun avec ses rythmes. Et ça, c'est pareil, tout le long de l'évolution, les différentes espèces, elles ont dû s'adapter non seulement aux contraintes de chaque milieu, mais aussi à toutes les espèces avec lesquelles elles ont eu à vivre ensemble. Et donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça. L'idée, c'est qu'on va faire une marche qui n'est pas très longue. C'est une marche qui va être divisée en 4 parties. Dans chaque partie, il y aura un peu un exercice un peu différent. Je vais vous, à chaque fois, un peu, quand on commencera chaque partie, je donnerai quelques petites pistes et je vous guiderai, je vais vous laisser guider sans danger. Et à la fin, donc on sera ensemble tous à nouveau et on discutera un tout petit peu plus de l'expérience que vous avez eue et aussi des questions que vous avez. Et je reparlerai de 3 concepts qu'on aura retrouvés en chemin.